Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Bienvenue à vous dans votre émission, votre programme juridique, l'Alex. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner déjà la thématique du jour. On va parler des compétences des juridictions en République démocratique du Congo. C'est ça les thèmes phares, en fait, qui va nous pousser d'ouvrir cette émission. On va se référer au dossier Matata Mponyo, affaire détournement. Vous le savez bien, ça crée jusqu'à présent des réactions dans la classe même politique. Notre invité du jour, Maître Tchik Fataki, est là pour nous expliquer, nous éclaircir ces dossiers juridiques. Laissez-moi déjà recevoir mon invité. Je vous dis bonjour, Maître. Bonjour, Madame Laetitia. Je suis très content de revenir devant votre plateau ici pour partager avec nos compatriotes cette question qui divise même les juristes, cette question qui porte controverse. Et je profite pour saluer votre courage parce que c'est une question qui n'est pas abordée souvent par plusieurs médias. D'aucuns pensent que c'est une question qui serait d'ordre politique. Mais moi, quand bien même que je suis le coordonnateur national du mouvement Secours la Jeunesse, nous œuvrons au sein de la société civile, mais je me suis offert quand même ce courage et ce luxe pour pouvoir partager cette connaissance juridique avec nos compatriotes, question de nous édifier mutuellement parce que personne ne connaît tout. Voilà, bienvenue à vous, soyez à l'aise. C'est votre plateau, Maître. Je vais vraiment vous donner le temps de transpirer de la matière juridique. Vous ne serez pas déçus de partout, vous allez nous suivre à la maison. N'oubliez pas de prendre vos blocs-notes pour essayer un peu de noter. Ça fait du bien d'avoir de la connaissance dans une matière qui concerne le droit. Voilà. Les dossiers Matata Mponyo Mapong, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, affaire Bukanga Lonzo, détournement. Bon, en bref, on va parler de ça. Quelle juridiction est censée traiter ces dossiers au moment où la Cour constitutionnelle se déclare déjà incompétente? Est-ce la Cour de cassation s'engage dans les infractions politiques? Toutes ces questions seront bel et bien répondues sur ces plateaux avec Maître Tchik Fataki. Mais avant tout, laissez-moi d'abord lire la Constitution, un des articles de la Constitution. Voilà, nous sommes là à l'article plutôt 164 de la Constitution qui stipule: la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Maître, vous maîtrisez bien la Constitution que moi. Vous avez une lecture juridique à faire concernant cet article. Merci beaucoup, madame. Permettez-moi, dès l'entame de mon analyse, de vous relever la motivation du constituant du 18 février 2006, lorsqu'il avait eu à rédiger la Constitution et plus particulièrement cet article. Nous ne pouvons pas tomber directement dans l'analyse intrinsèque de cette disposition sans pour autant scruter les préambules, soit encore l'exposé des motifs. Madame, laissez-moi vous dire que après avoir fait les constats du déficit d'une justice équitable et efficace dans notre pays, ayant de ce fait instauré une caste des intouchables, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui s'est considérée à tort et à travers comme des intouchables. Là, je parle des politiciens spécialement. Depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, jusqu'au régime, pendant tous les régimes du président Mobutu,
il y eut quand même instauration d'une certaine classe politique dans laquelle il y a des personnes qui se considéraient comme au-dessus de la loi. Et la Constitution du 18 février 2006 avait entre autres motivation d'instaurer véritablement un état de droit et la lutte contre l'impunité. Ce sont d'ailleurs ces différentes questions qui étaient considérées comme des préoccupations majeures ayant servi de base pour la consolidation des institutions de la République. Mais dans chaque état de droit, lorsqu'on dit un état de droit, l'état de droit a des composantes. L'état de droit a des critères. D'aucuns pouvaient même dire que l'état de droit a des éléments constitutifs. Dans l'état de droit, nous avons les principes de la hiérarchisation normative. Donc, on doit respecter de quelle façon les normes et les règles sont hiérarchisées, en commençant par les traités internationaux, la Constitution, les lois et consorts. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les principes de la séparation du pouvoir. Dans l'état de droit, on doit respecter ces principes sacro-saints de Montesquieu. On ne doit pas accepter qu'il y ait immixtion du pouvoir législatif envers les pouvoirs exécutifs et voire les pouvoirs judiciaires. Et en dernier lieu, nous avons aussi, on doit, dans l'état des droits toujours, on doit respecter scrupuleusement ce que nous appelons l'indépendance des juges. Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent pas faire l'objet d'immixtion, soit encore ne doivent pas recevoir des injonctions, moins encore des ordres. Alors, de ces vœux du constituant se dégage ce que nous appelons les principes sacro-saints de l'égalité de tous devant la loi. La Constitution de notre pays, en son article 12, dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit de bénéficier de l'égalité de la protection des lois. C'est-à-dire, nous ne devons pas dans un même pays avoir une loi, soit une justice qui s'applique pour les uns et qui ne s'appliquerait pas pour les autres. Donc, on ne doit pas avoir deux poids, deux mesures dans la distribution, soit l'administration de la justice. Alors, concernant l'article 164... Madame, j'étais en train de vous évoquer, soit de poser quelques fondamentaux pour pouvoir bien analyser la question relative à la compréhension de l'article 164 de la Constitution, comme vous venez d'évoquer. Madame, lorsque les constituants a posé comme principe les juges naturels du président de la République, soit encore du Premier ministre, son juge naturel est la Cour constitutionnelle, cela voudrait dire seulement que pendant l'exercice de sa fonction comme président de la République, soit encore Premier ministre, il y a ce que nous appelons la probabilité de la commission des infractions politiques. Quelles sont les infractions politiques? Vous venez de les énumérer. La haute trahison, les délits d'initié, l'outrage au Parlement, l'atteinte à la probité, à l'honneur. Mais seulement que ici, les constituants avaient précisé que la Cour constitutionnelle est le juge compétent, soit la juridiction compétente pour connaître de toutes les infractions politiques, mais aussi les autres infractions des droits communs qui seraient commises soit par un président de la République ou le Premier ministre. Et leurs co-auteurs. Et leurs co-auteurs et complices. Dans les cas d'espèce, nous sommes en train d'analyser les cas qui concernent l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. À ce jour, voilà, à ce jour, il n'est pas un simple citoyen. Il est revêtu d'une autre cuirasse, d'une autre carapace, d'un autre bouclier qui est le bouclier parlementaire. Donc à ce jour, il est parlementaire. C'est un sénateur. Il est parlementaire et spécialement sénateur. Madame, dois-je vous rappeler ce qui s'était passé devant la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle a été saisie pour examiner l'affaire opposant le ministère public et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sous le numéro RP 001.
Et de l'examen de cet arrêt, le juge s'était prononcé uniquement sur la forme pour décliner sa compétence. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. C'est à tort. Mais pourquoi? Bon, continuez. C'est à tort ou à raison. Nous disons que c'est avec raison que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Comment ça avec raison? Parce que les dossiers, la Cour constitutionnelle a accepté. Pourquoi est-ce qu'il a accepté, premièrement, d'ouvrir les dossiers s'il savait déjà si elle savait déjà qu'elle était incompétente? Madame, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui avait ouvert les dossiers. Il y eut déclenchement des poursuites par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Et le parquet général qui a instruit le dossier, c'est au juge de pouvoir prononcer la décision. En l'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui devrait examiner les fonds du dossier et prononcer son arrêt par rapport aux faits infractionnels imputés, soit encore mis pour les comptes de l'ancien Premier ministre. Mais ici, lorsque la Cour constitutionnelle examine les dossiers, la Cour commence par examiner d'abord sa compétence. Suis-je compétente ou non pour examiner ces litiges, cette affaire? C'est ainsi que la Cour s'est limitée à ce niveau pour se déclarer incompétente au regard des dispositions constitutionnelles. Parce que ici, l'article 164 de la Constitution n'a pas reconnu à la Cour constitutionnelle la compétence de juger les faits qui seraient commis par un ancien Premier ministre. Ici, il s'agit de faits infractionnels commis par un président de la République en fonction, soit encore un Premier ministre en fonction, à l'occasion ou pendant l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Mais aussi toute autre infraction, hormis les infractions politiques. Raison pour laquelle nous inscrivons positivement pour donner raison à la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente pour examiner la cause opposant les ministères publics contre M. Matata Ponyo. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons confirmer qu'il y aurait un vide juridique? Non, est-ce qu'il y a un vide juridique? Transféré à la Cour des cassations. Raison pour laquelle nous voulons maintenant poser les fondements de notre analyse juridique dans le sens de confirmer qu'il n'y aurait pas un vide juridique. D'aucuns pensent que l'ex-premier ministre Matata Ponyo, du fait que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, l'affaire est close. Ça serait une manière de lui laver. Ça serait une manière de lui laver complètement. Mais où en sommes-nous, madame? Nous sommes dans une république où il suffit seulement d'intégrer, soit d'adhérer à cette thèse erronée que je pense, pour laisser maintenant un libre parcours à toute autre personne de commettre impunément, à l'occurrence un Premier ministre ou bien un président de la République, commettre des infractions, être protégé en vertu du privilège, soit des immunités de poursuite pendant l'exercice de leurs fonctions, et qu'à la fin de leur mandat, une fois qu'ils seraient élus sénateurs, c'est dire que non, je ne serai pas poursuivi parce que je suis cette fois-ci protégé par la carapace, par la cuirasse du parlementaire. Nous disons ceci, il n'y a pas un vide juridique. À ce jour, nous confirmons que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est justiciable, peut être poursuivi devant la Cour de cassation, et nous avons des raisons que nous avons développées avec vous tout au long de cette émission. Voilà, poursuivi à la Cour de cassation, mais les dossiers traînent jusque-là. Maître, j'ai une question à vous poser concernant la Cour de cassation. À ce que je sache, cette juridiction ne peut pas résoudre des problèmes politiques, si je peux dire. Je ne sais pas si vous avez à me contredire. Mais Matata Ponyo, jusque-là, c'est un politicien. Est-ce que la Cour de cassation a déjà cette qualité-là de s'engager dans les infractions politiques? Oui, madame, la compétence de la Cour de cassation s'extrait de par la Constitution à son article 153. La Constitution du 18 février 2018, telle que modifiée,
et complétée par la loi constitutionnelle du 20 janvier 2018 portant révision de certaines dispositions de la Constitution. À son article 153 dispose ce qui suit. Allez-y. Il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Mais aussi l'article 93 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire dispose ce qui suit. La Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par, primo, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà. Et à ce jour, parce que Matata Ponyo est figuré, soit figure parmi les membres du Sénat en sa qualité de sénateur, donc la Cour de cassation est compétente pour connaître les infractions qui seraient commises par Matata Ponyo. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Plusieurs personnes se posent des questions de savoir, Matata Ponyo à ce jour sénateur jouirait des immunités de poursuite en vertu des articles 107 de la Constitution à son alinéa premier, mais aussi l'article 217 du règlement intérieur du Sénat qui en réalité n'est qu'une copie collée de la Constitution à son article 107 alinéa premier qui dit ceci: aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il y a quelques personnes qui confondent les choses. L'article 107... Les dossiers deviennent compliqués. Ok, madame, nous devons faire la part des choses. Il y a d'autres infractions qu'on peut les imputer dans le chef d'un sénateur à l'occasion soit du vote, soit des opinions qu'il aurait émises tout au long de l'exercice de sa fonction, pendant l'exercice de sa fonction du sénateur. Par exemple, lorsque les sénateurs, pendant la prise de sa parole, il débite des propos qui logiquement friseraient les imputations dommageables. On ne peut pas lui poursuivre parce qu'il est en train de débiter, de tenir ses propos dans l'exercice de sa fonction du sénateur à l'occasion de l'expression de ses opinions, soit encore à l'occasion d'une question qui nécessite à ce qu'il puisse intervenir. Mais ici, il s'agit des infractions qui ont été commises bien avant qu'il ne devienne sénateur. Il aurait commis des infractions quand il était Premier ministre. Mais qu'à ce jour, il est devenu sénateur. On ne peut pas évoquer la disposition de l'article 107 alinéa 1er de la Constitution, moins encore l'article 217 alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat pour évoquer une question des immunités. Non, pas question des immunités. Venons-en maintenant par rapport à la compétence de la Cour de cassation. Je viens de vous évoquer l'article 93 qui reconnaît à la Cour de cassation de pouvoir connaître les infractions commises par un membre du Parlement, de l'Assemblée nationale, soit encore du Sénat. Là, nous serons renforcés par une position jurisprudentielle. La Cour suprême, voilà. Il y a la jurisprudence. Il faut aider nos téléspectateurs avec je vais aider les termes juridiques. Il y a de ceux-là qui sont des non-initiés. Je vais descendre maintenant plus bas pour faire comprendre à nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs doivent retenir ce qui suit. Matata Ponyo aurait commis des infractions quand il était encore Premier ministre. Mais à ce jour, il n'est pas Premier ministre. Donc, il n'y a pas question de pouvoir lui déférer, lui présenter devant la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse connaître cette cause, parce qu'il n'est pas Premier ministre. Mais, parce qu'il est devenu sénateur, il exerce sa fonction du sénateur. C'est la Cour de cassation qui est compétente pour juger M. Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation
a des compétences qui lui sont reconnues par l'article 93 de la Constitution de notre pays, tel que modifié, complété à ce jour. Au-delà de l'aspect du constituant, il y a encore une position de la jurisprudence. C'est quoi? C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice avait déjà connu des cas pareils. Par exemple, un chef de division a commis une infraction, mais on ne l'avait pas encore poursuivi. Quand on veut déclencher des poursuites, les juridictions se rendent compte que ce chef de division est devenu député. Doit-on dire qu'on ne peut pas poursuivre ces chefs de juridiction, ces chefs de division, parce qu'il est devenu député? Nous avons un dossier qui existe dans les archives de l'actuelle Cour de cassation, jadis Cour suprême de justice, sous les RPA 121 du 23 décembre 1986. Ça suppose quoi? C'est-à-dire, c'est une décision qui avait été déjà rendue, dans laquelle décision la Cour suprême de justice avait dit ceci: on peut reconnaître la compétence d'une juridiction au moment où la poursuite a été déclenchée contre les prévenus. Pendant qu'on déclenche la poursuite contre les prévenus, la qualité que les prévenus se trouveraient enveloppés dans celle-là, c'est cette qualité qui donne la compétence de la juridiction. Actuellement, on peut signifier, on peut expliquer, cela peut s'expliquer dans ce sens que, du fait que Matata Ponyo aurait commis des infractions pendant qu'il était Premier ministre, mais qu'à ce jour n'est pas Premier ministre, cela donne la compétence à la juridiction qui est censée connaître les personnes justiciables ayant une certaine qualité. À ce jour, il est sénateur, c'est-à-dire la Cour de cassation qui est compétente pour juger des sénateurs est compétente pour connaître l'affaire Matata Ponyo par rapport à tout fait, aux faits infractionnels qui lui sont reprochés. À ce jour, il n'y a pas de vide juridique. On peut simplement se raviser à cette position jurisprudentielle pour reconnaître à la Cour de cassation la compétence de pouvoir juger Matata Ponyo. Et là, je me permets de vous faire la lecture. Excusez-moi, maître, pour que la Cour de cassation juge l'ex-premier ministre qui est aujourd'hui devenu sénateur, il faut beaucoup de démarches là-dessus. Il faut aller au Sénat, demander, je ne sais pas moi quoi, auprès des sénateurs. Il faut que les sénateurs accordent en fait à la Cour de cassation certaines autorisations pour débiter l'affaire. Bon, madame, ce que vous devez retenir, c'est que c'est la qualité au moment des poursuites qui est le facteur déterminant la compétence d'une juridiction. À ce jour, comme Matata Ponyo est sénateur, nous devons nous fier à l'article 93 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire pour que la Cour de cassation connaisse cette affaire. Mais s'agissant des démarches, il n'y a pas beaucoup de démarches à faire. Mais toutes ces démarches-là, ça fait traîner les... Madame, il suffit seulement que le bureau du Sénat... Après, viendra que non, voilà, il n'est plus sénateur puisqu'on on se dirige vers 2023, on ne sait pas qui sera encore sénateur. Madame, la seule démarche à suivre, parce que ici, nous ne sommes pas en train d'analyser les faits infractionnels commis par un sénateur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais les faits infractionnels qui seraient commis par un ancien ministre, mais à ce jour sénateur. Donc, on doit appliquer toutes les règles procédurales reconnues pour déclencher les poursuites contre un sénateur, en commençant par la demande de la levée des immunités. Et cela ne va pas traîner aussi, les bureaux et la plénière décident de la levée des immunités d'un sénateur pour que les poursuites judiciaires puissent se déclencher. On peut toutefois voir que cette affaire soit déférée devant la Cour de cassation et que la Cour de cassation débute l'instruction pénale contestée. Ça a déjà traîné de 2021 jusqu'à 2022, nous sommes déjà au mois de mai. On va poursuivre avec notre émission. Vous avez compris les différentes réponses de Maître Tichik. Cela veut dire que l'ex-premier ministre a commis ces infractions lorsqu'il était encore... aurait commis des infractions parce que toute personne accusée bénéficie, jouit de la présomption de l'innocence.
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement, une décision définitive, une décision judiciaire définitive. Donc, à ce jour, nous sommes dans des présomptions. Matata Pognou aurait commis des infractions parce que jusque-là, l'instruction juridictionnelle n'a pas encore débuté. D'accord. Pour Maître Tichik, la Cour de cassation est bien la juridiction compétente pour juger l'affaire Matata Pognou. Maître Tichik, nous avançons à la fin, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je veux que vous puissiez ressortir comme fait des divergences entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, juridiquement parlant. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces deux cours, de ces deux juridictions? Ok, madame, depuis quelques années passées, il y a eu éclatement de la Cour suprême de justice en Cour constitutionnelle, Conseil d'État et la Cour de cassation. Mais il y a eu des lois, il y a eu quelques lois organiques qui venaient pour éclater des ordres de juridiction. Donc nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre judiciaire coiffées par la Cour de cassation et les juridictions de l'ordre administratif par la Cour constitutionnelle. Donc, ce que nous devons retenir que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État en fonction et du Premier ministre pendant l'exercice de leurs fonctions. Toutes les infractions politiques qu'ils peuvent commettre, quelles sont les infractions politiques? Nous avons l'infraction de la haute trahison, outrage au Parlement, délit d'initié, atteinte à l'honneur ou à la probité. Ce sont les infractions politiques. Lorsque ces deux catégories de personnes, donc les chefs de l'État, soit encore les premiers ministres, commettent des infractions pareilles, ils peuvent être déférés devant la Cour constitutionnelle. Mais aussi, toutes les autres infractions du droit commun, si ces deux catégories de personnes commettent ces infractions pendant l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être déférés devant cette juridiction qui est le juge naturel de ces deux catégories de personnes. S'agissant de la Cour de cassation, comme je venais d'évoquer tout de suite en évoquant la disposition de l'article 93 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation est une juridiction compétente pour juger les sénateurs, les députés, les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, c'est-à-dire tous les autres ministres, sont poursuivables devant la Cour de cassation. Il y a aussi... c'est pas le cas, hein? Pardon? On a eu des ministres qui ont été arrêtés. Non, l'arrestation c'est autre chose. L'arrestation relève du parquet. Mais pour juger, pour dire les droits, c'est de la compétence des juridictions. Et en l'occurrence, s'agissant des ministres, ce sont les juges, soit la juridiction dite Cour de cassation qui est compétente pour juger cette catégorie de personnes, donc les ministres. Alors, il y a toute une panoplie de personnes qui ont limitativement cité, soit énumérées à l'article 93 de la loi organique que je viens d'évoquer, qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Voilà, on a retenu quelque chose. Hein. Moi, j'ai retenu, en tout cas, j'ai eu plein de choses à retenir. Merci à vous, Maître Tichik. Un petit mot de la fin concernant le sujet du jour. Le mot de la fin que je devais adresser à nos différents téléspectateurs est que nous sommes dans un pays qui peine à se décoller, qui peine à se développer, faute de moyens financiers. Mais nous assistons à des scandales gigantesques en termes de millions, en termes de détournement de millions. C'est toujours des millions. Alors qu'il y a de cela plusieurs années, les Congolais n'étaient pas habitués à écouter de tels scandales. Voici le moment est venu pour que la justice se mette vraiment au service de la population. Nous voulons une justice équitable, une justice efficace qui ne serait pas là pour protéger une caste de personnes dites intouchables. La justice doit être au service de tout le monde et tout le monde qui est soupçonné d'avoir commis un fait quelconque infractionnel lié au détournement ne doit pas être protégé par la justice,
ne doit pas être protégé par la casquette du Parlement. On ne doit pas considérer le Parlement comme un asile aux présumés détourneurs, soit aux présumés personnes qui commettent des infractions. Nous ne voulons pas que le Parlement devienne un asile devant servir les politiciens qui seraient reprochés des détournements pour se protéger, pour se raviser dans l'hémicycle et disant que non, je ne serai pas poursuivi parce que je suis bénéficiaire des immunités parlementaires et consorts. Nous en appelons à notre population de croire encore à l'avènement d'un état de droit, de croire encore à la justice, de croire encore que même si on reprocherait aux différents partenaires de la justice de ne pas être à la hauteur de pouvoir dire les droits correctement, nous pensons qu'il y a encore d'autres juges qui respecteraient vraiment leur serment, parce que je dois vous rappeler que les juges ne sont pas d'abord institués par les institutions humaines. La fonction de juge a une essence divine, parce que Deutéronome 16, 18, il est stipulé, il est écrit, ce sont les épicures divines qui disent que vous établirez les juges et les magistrats dans chaque territoire et ville que l'Éternel vous donnera. Ils jugeront les peuples avec justice. Donc, nous croyons la justice et nous savons qu'il n'existe pas de vide juridique s'agissant de la punissabilité de certains faits infractionnels, parce que tous nous sommes égaux devant la loi et nous devons tous bénéficier de la même protection par des lois. Voilà, merci à vous. Merci, je crois que vous avez retenu des réactions, de nombreuses réactions que vient de soulever Maître Tichik. En tout cas, les dossiers concernant Matata Ponyo, vous avez des réponses, vous avez eu des réponses au cours même de cette émission. Il va être jugé bel et bien par la Cour de cassation, parce que présentement, il est sénateur et c'est la Cour de cassation qui est censée traiter ces dossiers. Je vous remercie. En tout cas, on se retrouve prochainement. Non, je ne vous quitte pas encore. Je donne la parole à Maître Tichik. Un mot pour l'émission. Je remercie la pertinence de votre émission avec une thématique très qualitative, ce qui a permis à nos différents téléspectateurs d'être édifiés, mais aussi à nos différents juristes d'épuiser quelque chose, pourquoi pas soulever aussi quelques contradictions, parce que c'est à choc d'idées que jaillit la lumière. Nous voulons des thématiques pareilles, ça va nous permettre d'échanger les idées et pour pouvoir consolider notre savoir, parce que les philosophes indiens, au nom de Vivekananda, avaient dit que l'homme doit continuellement apprendre. Merci beaucoup. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. En tout cas, j'ai aussi besoin de vos réactions. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau sujet, un autre numéro juridique. Au revoir.